Alors, je suis très contente d'être parmi vous pour parler d'hypnose dans la gestion de la douleur lors des soins infirmiers. Alors, moi, je suis médecin en réanimation à Gustave-Roussy, un centre anti-cancer situé à Villejuif, dans lequel on pratique l'hypnose au bloc opératoire depuis 2013 et en réanimation depuis 2015. Actuellement, nous sommes 10 soignants à être formés, certains médecins, des infirmières et des aides-soignantes. Et nous espérons pouvoir développer ces formations par la suite et être de plus en plus nombreux. Alors, le plan que je vais suivre, donc tout d'abord, on va revenir sur le rationnel de l'hypnose en réanimation pour les soins infirmiers. On va voir ensemble les données de la littérature, qui sont principalement des études en anesthésie. Il y a des études qui s'intéressent aux gestes douloureux sous hypnose et quelques études en réanimation, mais très très peu. C'est ce que je vais vous montrer. Notre expérience, donc je vais vous montrer notre expérience dans le service de la communication hypnotique, comment mettre en place une séance d'hypnose formelle en réanimation et comment actuellement nous essayons d'évaluer nos pratiques. Voilà. Donc pour commencer, la gestion de la douleur en réanimation, donc comme l'ont dit les collègues tout à l'heure, c'est un problème au quotidien qu'on doit se poser. C'est parfois simple et parfois plus difficile chez des patients sédatés ou en cours de désédation. On a pour objectif d'essayer de limiter l'usage des morphiniques au long cours. Et c'est vrai que chez les patients qui sont sédatés ou en cours de désédation, il y a souvent un morphinique IVSE avec des bolus pour les pansements, pour les mobilisations, pour les nurses. Et tout ça, ça va limiter les mobilisations précoces et la réhabilitation en réanimation. Donc on a tous pour objectif d'essayer de contrôler la douleur sans effet indésirable. Et pour ça, on va se tourner vers les thérapies non médicamenteuses. C'est là que l'hypnose prend sa place, car c'est la thérapie non médicamenteuse la mieux validée dans la littérature aujourd'hui. Alors voici la définition de l'hypnose telle qu'on l'utilise et qu'on l'a appris au cours de nos formations. Donc c'est un processus dissociatif avec une altération de l'état de conscience et une suggestibilité qui est variable d'un sujet à l'autre. Milton Erickson, qui est un psychiatre du début du siècle, a participé à la renaissance de l'hypnothérapie, a créé l'école de l'hypnose ericksonienne, qui est actuellement celle qu'on apprend dans les instituts de formation. Et il a remis au goût du jour des pratiques d'hypnose qui étaient déjà décrites dans la littérature dès le 19e siècle. On parle en 1829 d'une mastectomie sous hypnose. À l'époque, ça ne s'appelait pas de l'hypnose, c'était un sommeil, une sorte de sommeil un petit peu différent. J'ai un trou, je ne me rappelle plus les mots qui étaient employés dans l'article, mais déjà à l'époque, quand il n'y avait pas de sédation, on utilisait de l'hypnose avec un peu de chloroforme et les gens étaient opérés. Alors maintenant, on utilise l'hypnose ericksonienne. Pour citer Erickson, donc, nous avons des ressources qui sont dans le magasin de l'inconscient et l'hypnothérapeute est là pour guider le patient, pour lui apprendre à mobiliser ses ressources. Bon. Et qu'est-ce qu'est l'hypnoanalgésie ? C'est un vaste domaine. Je suis là pour en parler, donc je vais essayer d'être un peu plus précise que ça. Donc tout d'abord, ça passe par une communication positive. On va essayer de se centrer sur le confort du patient plus que sur sa douleur et s'adresser au patient en faisant l'effort de s'asseoir, de le toucher, de le regarder, de soutenir son regard et d'utiliser des mots rassurants. Voilà. Et comme ça, on va créer un lien qui sera un lien d'attention et qui permettra de mettre en place une séance plus formelle d'hypnose. Grâce à des techniques, nous allons pouvoir induire une vraie séance, une vraie transe hypnotique au cours de laquelle il va y avoir un état de dissociation qui permettra de réduire la douleur, de changer le type d'information qui sera interprété au niveau du cerveau pour réduire la douleur et au cours des gestes douloureux. Et on voit bien qu'il y a un bénéfice pour le patient et aussi pour les soignants, car ça permet d'avoir une autonomie de l'infirmière, de l'aide-soignant, une participation au confort du patient qui diminue le stress dans le travail. Alors, le bénéfice de l'hypnose, il a été bien montré dans le domaine de l'anesthésie. Donc, on parle d'hypnosédation. Donc, on utilise l'hypnose en adjuvant de l'anesthésie et dans les méta-analyses, donc ces deux méta-analyses que je vous ai citées, il y a un bénéfice sur le contrôle des douleurs, la détresse émotionnelle, la récupération en post-opératoire de divers types de chirurgie.
Et quand on regarde donc de la méta-analyse de 2014, la deuxième, là on voit que c'est plutôt validé dans les chirurgies mineures. Dans les chirurgies majeures, il n'y a pas une grande... il n'y a pas de réduction significative des effets indésirables grâce à l'hypnose pour les chirurgies majeures. Alors, il y a un autre pan de la littérature qui est la littérature sur les procédures douloureuses qui sont faites sous hypnose. Alors, ces procédures douloureuses, c'est celles qui sont rapportées dans cette revue de la littérature. Donc, c'est des myélogrammes, des ponctions lombaires, des pansements de brûlures, des petites procédures chirurgicales. Tous ces gestes sont des gestes qu'on fait régulièrement en réanimation. C'est assez superposable à notre pratique. Et donc, on peut, je pense, utiliser les données de cette littérature pour s'en servir dans nos pratiques de réanimation, même si ça n'a pas été décrit en réanimation. Et donc on voit que quand on compare l'hypnose à la prise en charge conventionnelle, dans ces 20 études, il y a 62% d'amélioration du contrôle de la douleur. Ils ont aussi comparé l'hypnose à un contrôle de l'attention, donc ce que présentait notre collègue précédemment. Et donc il y a une efficacité, mais qui est moindre que l'hypnose par rapport au traitement conventionnel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme critères d'évaluation dans ces études? Des échelles de douleur, d'auto-évaluation et d'hétéro-évaluation, des échelles d'anxiété, les constantes et la consommation dentalgique. Donc, tous ces critères qui ont été évalués ont bien montré qu'il y avait une réduction de la douleur grâce à l'hypnose dans ces études, mais ils n'ont pas utilisé de critères qui sont spécifiquement liés à l'hypnose et qui montrent la force de la transe hypnotique et de l'efficacité de la séance de l'hypnose. Donc une autre étude plus récente avait des critères d'évaluation comparables, mais eux s'intéressaient donc au score de satisfaction. Donc ils ont demandé aux cardiologues et aux patients en fin d'intervention, donc après une ETO sous hypnose ou sous midazolam, si les patients et les soignants ils ont évalué leur satisfaction et trouvé une amélioration de la satisfaction sous hypnose par rapport à l'hypnovel. Alors, les quelques études réalisées en réanimation, je vais vous les présenter. Donc, il y a des études chez les Rambollet. Donc, ça, c'est l'équipe de Lausanne qui se sont intéressés à évaluer leur protocole de gestion de la sédation avec l'adjonction de l'intervention d'un hypnothérapeute pour tous les pansements. Et ils ont évalué la douleur ainsi qu'un questionnaire d'évaluation qui comportait le confort, l'anxiété, et ils évaluaient si la procédure était agréable ou ils évaluaient aussi le confort. Donc on n'a pas de résultats sur le questionnaire d'évaluation hypnose versus prise en charge conventionnelle parce qu'ils ont comparé leurs malades à une population de patients qui avaient été pris en charge préalablement à l'instauration de l'hypnose. Donc ils n'avaient pas encore mis en place de questionnaire d'évaluation, mais ils retrouvent en tout cas une réduction de la douleur et une amélioration de la cicatrisation. La même équipe s'est intéressée au stress des soignants et ils ont mis en évidence que les infirmières de réanimation étaient plus stressées que les infirmières de chirurgie et que l'adjonction d'un protocole l'adjonction de l'hypnose dans les soins avait diminué la perception du stress pendant les soins douloureux chez les patients algiques, chez les patients anxieux. Alors, en pratique, comment on peut mettre en place l'hypnoanalgie dans un service de réanimation? Alors, ça nécessite tout d'abord de changer notre mode de fonctionnement, vraiment d'impliquer tous les membres du service, de mettre en place une vraie culture de service pour changer notre façon de travailler. En effet, en réanimation, on est interrompu de manière incessante. Il y a toujours une prestation à faire en urgence, un scanner, des bruits, des portes qui claquent. Et c'est difficile d'envisager de faire une séance d'hypnose formelle au calme, de s'isoler avec un patient dans ces conditions. On essaye de le faire, on met en place une signalétique, un panneau devant la porte, ne pas déranger, on fait nos transmissions à nos collègues, on donne le bip, le téléphone, et on s'enferme pendant un certain temps. Et on commence la pratique de l'hypnose par cette hypnose conversationnelle dont je vous parlais. Alors, ça passe par une modification de notre langage. On ne va plus dire « ne vous inquiétez pas », mais dire « soyez rassurés ». Nous mettons tout en œuvre pour que vous soyez confortable. Il n'y a pas de problème, on essaye de le bannir de notre langage, on va dire « tout se passe bien ». Et avant de faire une pause de drain, une pause de perfusion, plutôt que de dire « attention, ça va faire mal », vous allez sentir des sensations. Peut-être parler un petit peu plus vite et essayer de dériver l'attention du patient
avec une modification de notre langage, une modification de la tonalité de notre voix, et on va s'asseoir près de lui et débuter la séance d'hypnose. Avant de débuter une séance d'hypnose formelle, nous utilisons une évaluation du confort du patient. Donc, nous avons mis en place dans le service une échelle de confort qu'on utilise pour positiver l'évaluation. Donc, le score maximal ici est de 10 et donc le score minimal est de 1. Donc, je vous la montre. On l'utilise donc avant et après les soins et on essaye donc d'évaluer l'efficacité des séances d'hypnose grâce à cette échelle de confort. Et donc après on s'installe pour une séance d'hypnose formelle. Alors comment ça se passe? Donc, il y a 3 phases, la phase d'induction, la phase de transe et la phase de retour. Alors, la phase d'induction commence par une prise de contact, on se présente, on va discuter avec le patient, lui explique qu'on va faire de l'hypnose et le recadrer sur les idées reçues. Les patients pensent qu'ils vont perdre la conscience, non. Il n'y a pas de perte de conscience. C'est un état de conscience différent. Ils ne vont pas perdre de contrôle. C'est un état de contrôle qui est toujours... Ils ont toujours le contrôle sur leur état. C'est juste un état de conscience différent. Donc, on discute avec le patient, on repère le style sensoriel et on lui demande où est-ce qu'il veut aller, quel endroit, par exemple, le rassure. Est-ce qu'il veut se retrouver chez lui, près de ses proches, à la mer, à la campagne, faire de la plongée. Et puis, on va débuter la séance en changeant la tonalité de notre voix, en demandant au patient, par exemple, de fixer un point, de fixer son attention sur quelque chose d'extérieur et progressivement centrer son attention sur son corps, en essayant de centrer l'attention sur une zone à distance, par exemple, de la zone qu'on va techniquer. Bon, pour une pose de cathéter en territoire cave supérieur, on va se focaliser un peu sur les jambes, changer la tonalité de la voix, et puis arriver jusqu'à cet endroit, le safe place, donc l'espace de sécurité du patient, et avec un langage flou, avec des suggestions, entretenir cette phase de transe hypnotique, et il va y avoir un état de dissociation entre ce que le patient ressent, du geste, de la douleur qui peut être provoquée par le geste et ce que lui va ressentir. Donc à la fin du geste algogène, on va avoir la phase de retour. Donc on va suggérer au patient de garder quelque chose, de ramener quelque chose avec lui de cet espace de sécurité dans lequel il était pour pouvoir de nouveau y aller tout seul. Donc on suggère la possibilité de réaliser de l'auto-hypnose pour le patient, parce que s'il arrive lui-même à se mettre dans cet état de transe, il peut y retourner. Et puis, en changeant la tonalité de notre voix, on va lui dire la consigne de retour, de revenir ici et maintenant, d'écouter son environnement, de prendre de conscience de son corps. Et puis, on va demander au patient s'il a été jusqu'à cet endroit-là et comment ça s'est passé et si ça lui a été profitable. Voilà, donc en pratique, on a réussi à mettre en place des séances d'hypnose formelles grâce à un groupe de travail qui nous a permis de diffuser la culture de l'hypnose, de communiquer avec les autres soignants du service pour leur expliquer en quoi ça consiste, qu'ils ne nous regardent pas avec des grands yeux quand nous on commence à parler aux patients d'endroits où ils voudraient aller. Et on essaye d'évaluer nos pratiques. Donc pour évaluer nos pratiques, on a mis en place ce questionnaire de satisfaction, donc qui comprend beaucoup de choses. Ce qui est le plus important, donc c'est l'échelle de confort avant et après. Donc les constantes sont ici, les antalgiques administrés sont ici, et donc on a aussi 2 scores de confort qu'on a mis en place. Donc ces scores de confort ont été élaborés avec l'aide d'hypnothérapeutes et on a réalisé un score sur 20. Donc on a 5 questions, 2 connectées positivement, une à peu près neutre et 2 négativement. Donc les patients, de mon côté, de 1 à 4. Donc direz-vous, vous étiez en confiance, en sécurité, que le soin s'est fait facilement. Direz-vous avoir ressenti le geste. Donc ça, c'est très important. Ça permet d'évaluer la dissociation qui est spécifique de la phase de transe hypnotique. Et direz-vous avoir un souvenir du geste. Un patient qui est réellement en transe va avoir une amnésie du geste réalisé sous hypnose. Et on s'est aussi intéressé au score de confort soignant, donc avec les mêmes caractéristiques, sur 20 points, 2 connotés positivement, 2 négativement et une neutre. Donc on voit si le soin s'est fait facilement, si on a été calme, est-ce qu'on a ressenti du stress. Voilà. Donc on étudie actuellement ce score de confort et ces échelles de confort dans une étude qui est une étude pilote qu'on a mis en place, qui évalue le confort du patient et avant et après l'ablation des drains abdominaux,
qui essaye de mettre en évidence donc, les facteurs associés à une meilleure réponse à l'hypnose et de tester les scores de confort et patient et du score de confort soignant. Donc on a deux groupes qui sont comparables. Donc soit l'ablation d'Abdovac est réalisée par un soignant qui est formé à l'hypnose, donc sous hypnose, soit sans hypnose, parce que le soignant, l'infirmière ou l'aide-soignante n'ont pas été formés. Et on remplit le questionnaire de satisfaction. Actuellement, nous avons recueilli 15 patients dans le groupe standard et 22 dans le groupe analgésie, hypnoanalgésie. Donc on voit que les durées de soins sont comparables, donc 10 minutes dans les deux groupes. Le nombre de soignants nécessaires pour la réalisation de l'Abdovac est le même dans les deux groupes. L'échelle de confort avant l'ablation de l'Abdovac est de 6. Donc pareil dans les deux groupes. Et après l'ablation de l'Abdovac, en dehors d'une séance d'hypnose, l'échelle de confort ne se modifie pas, alors qu'avec l'hypnoanalgésie, les malades sont plus confortables après. On passe de 6 à 8,5. Le score de confort est bon dans les deux groupes, pour le patient et pour le soignant. Et on voit qu'il y a une diminution de la consommation dentalgique grâce à l'hypnoanalgésie dans cette étude pour l'instant. Alors bien sûr, on a pour l'instant peu de malades, mais on espère en avoir plus et pouvoir avoir des résultats significatifs. Donc en conclusion, il y a une place en réanimation pour l'hypnose dans la gestion de la douleur lors des soins. Ça doit s'intégrer dans un projet de soins et dans une culture de tout un service. Ça nécessite de former un grand nombre de professionnels et de faire des études pour prouver l'efficacité de cette thérapie. Merci à vous.